Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, à première vue, a l'air tout simple, mais qui, en réalité, est souvent un vrai casse-tête. Comment fait-on pour ouvrir un compte en banque en Israël quand on n'est pas résident? On pourrait se dire qu'avec la mondialisation, ouvrir un compte à l'étranger, c'est une formalité. On prend un rendez-vous, on signe quelques documents et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça en Israël? Eh bien, la réalité est souvent bien loin de cette idée. Pour énormément de gens, cette simple démarche se transforme en un véritable, et je pèse mes mots, parcours du combattant. Une succession d'obstacles qui peut vite devenir décourageante. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment se fait-il qu'une étape aussi essentielle puisse devenir un défi aussi énorme? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, il faut bien comprendre une chose. Pour beaucoup, ce n'est pas un caprice, c'est une pure nécessité. Pensez à un propriétaire qui doit gérer les loyers de son appartement à Tel Aviv, à un héritier qui doit s'occuper d'une succession, un entrepreneur qui lance sa boîte, ou même un futur immigrant qui veut simplement que tout soit prêt pour son arrivée. Pour toutes ces personnes, un compte local, c'est indispensable. Ok, mais alors, d'où vient cette complexité? Pourquoi est-ce si difficile? La réponse, en fait, ne se trouve pas que du côté des banques israéliennes, mais plutôt dans un écheveau de règles internationales. On fait face à un véritable mur de réglementation, avec des acronymes qui peuvent sembler un peu barbares. AML pour la lutte contre le blanchiment d'argent, KYC qui oblige les banques à connaître leurs clients dans les moindres détails, ou encore CRS et FATCA qui sont des normes pour l'échange automatique d'informations fiscales entre pays. Et à cause de tout ça, pour une banque israélienne, un client non résident représente d'emblée un risque. Elles sont donc obligées d'être ultra prudentes, de tout vérifier pour être sûres de ne pas enfreindre ces lois internationales qui sont, ou il faut le dire, très très strictes. Et le risque pour elles n'est pas mince, on parle d'amendes qui peuvent se chiffrer en millions de dollars, sans compter les dégâts sur leur réputation. Face à un tel enjeu, on comprend tout de suite mieux pourquoi elles sont si frileuses. Il faut savoir qu'au sein de chaque banque, il y a un service qui a le dernier mot. C'est le département de conformité, la compliance. Leur job, ce n'est pas de faire du commerce ou de signer de nouveaux clients. Non, leur seule et unique mission, c'est de protéger la banque contre les risques. Ce sont eux les vrais gardiens du temple. Et cette phrase, elle résume tout. Pour une banque, un dossier qui n'est pas parfaitement ficelé, qui laisse planer le moindre doute, c'est tout simplement un risque qu'elle ne prendra pas. Le principe de précaution est roi. Sachant tout ça, on devine assez facilement quelle est l'erreur que presque tout le monde fait. C'est de se lancer tête baissée, sans aucune préparation. Le scénario est presque toujours le même. Une personne arrive, assez confiante, et se retrouve face à un employé de banque qui commence à poser une série de questions très pointues, à demander des documents auxquels elle n'avait jamais pensé. C'est la douche froide. On voit bien la différence entre les deux approches. D'un côté, on y va sans préparation et ça se termine quasi systématiquement par un rejet. De l'autre, avec une méthode structurée qui anticipe tout, on peut obtenir une préapprobation. Et là, les chances de succès grimpent en flèche. Et attention, parce qu'un premier refus, ce n'est pas juste une petite contretemps. Ça peut être vu comme un drapeau rouge par les autres banques. Résultat, la prochaine tentative sera encore plus compliquée. C'est un effet domino qu'il faut absolument éviter. Bon, alors comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode, une approche bien structurée qui permet de transformer ce parcours du combattant en une procédure claire et maîtrisable. Regardons ces étapes de plus près. Tout commence par une phase de diagnostic pour bien définir la stratégie. Ensuite, on choisit la banque la plus adaptée à son profil. L'étape cruciale, c'est d'obtenir une préapprobation avant même de soumettre le dossier officiellement. Après, on constitue un dossier en béton armé. Et enfin, on gère la communication avec la banque de manière très rigoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire un dossier irréprochable? C'est vraiment ça le cœur du sujet. Il ne suffit pas de rassembler quelques papiers. Non, il faut prouver l'origine de chaque centime, anticiper toutes les questions que le service de conformité pourrait se poser et fournir tous les documents officiels, traduits, certifiés, avec apostille, etc. L'objectif final, c'est de changer complètement la perception de la banque. On ne cherche pas à la convaincre, on lui présente un dossier tellement limpide, tellement complet, que pour elle, dire oui, ça devient la solution la plus simple et la moins risquée. Pour que ce soit encore plus parlant, regardons un peu qui sont ces gens qui se retrouvent confrontés à ce défi. On va voir que ce sont des situations très concrètes. On a par exemple l'investisseur qui gère son bien à distance, l'héritier qui doit s'occuper d'une succession, le créateur de start-up qui a besoin de se verser un salaire, ou encore le futur immigrant qui veut juste que tout soit en place le jour de son arrivée. Chaque histoire est différente, mais le défi, lui, reste le même. Ce graphique est assez parlant, non? Il montre bien l'impact de la méthode. Quand on tente sa chance en solo, ça peut durer une éternité et finir par un échec.
Alors qu'avec une approche préparée, professionnelle, on parle de quelques semaines à quelques mois. Mais au final, ça marche. S'il n'y avait une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Dans cette démarche, la préparation, ce n'est pas juste un plus, c'est la condition indispensable pour réussir. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. Finalement, ça nous amène à une dernière réflexion. Est-ce que cette bureaucratie est un mur infranchissable? Ou est-ce que c'est plutôt une série de portes verrouillées qui attendent simplement qu'on utilise la bonne clé? On l'a vu, cette clé, c'est la préparation. C'est elle qui transforme un obstacle en une simple étape à franchir.